monde doit sortir pour un gagne-pain. C'est la pauvreté. Si nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Donc toutes les routes secondaires posent problème. Il faut s'imaginer prendre la capitale, l'amener ailleurs. Il a dit fait une sortie médiatique. On évolue. 2, 3, 4 jours après, on fait un rétropédalage pour vérifier. On vérifie. Quelles sont les institutions budgétaires, tout ça. Donc nous avons l'incivisme routier de la part des conducteurs de véhicules. Nous avons les routes secondaires qui n'existent plus. Et aussi la police de circulation routière y est aussi pour quelque chose. On va y revenir. Vous trouvez des responsables de la République avec des armes achetées avec l'argent des contribuables qui sont sur l'essence interdit en train de menacer les citoyens qui sont sur la bonne voie. Et vous avez ce responsable-là, il est adossé à son siège de derrière, toujours au téléphone. Qui dit mot. Il dit, non mais il est tout content. C'est aussi ça une jouissance. Il y a lieu d'organiser le recensement et penser la deuxième jour. Une seule route reliant l'Est à l'Ouest. Je parle du boulevard. Et pourtant, rien que sur la rivière Ndjili. Mais on peut poser 3-4 ponts. 2 ponts vers Petro-Congo, 2 autres au-delà de Ndjili Brasserie, de façon à relier les centres-villes. Je crois qu'avec la construction du rocade, ça va faciliter la tâche. Ça va faciliter, mais en attendant, il n'y a pas de solution immédiate. Ok. C'est un casse-tête qui continue. Très bien. Nous allons suivre ces dossiers. C'est la raison, le bien fondé même de cette émission, en toute vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité et rien alors que la vérité. Bienvenue dans votre émission En toute vérité, une émission d'analyse et de débat sur des questions d'actualité nationale et internationale. L'RDC au cœur des grandes décisions mondiales au Forum économique de Davos entre opportunités économiques, investissements et transition énergétique. Que vient chercher la RDC à Davos? Avec quels résultats? Ce sera le premier sujet que nous allons débattre ce soir. Et puis, vous le savez, le M23 AFC a quitté la ville d'Ouvira dans la province du Sud-Kivu, un retrait présenté par certains comme une main tendue vers une paix, vers l'apaisement aussi. Mais après ce retrait, qu'en est-il de la population sur place? Ça sera le deuxième sujet de ce soir. Cap sur la ville de Kinshasa, où la mobilité urbaine reste un casse-tête pour les Kinois. Vous le savez, le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé des nouvelles réformes. Nous allons débattre ce sujet avec nos invités sur ce plateau. Et puis, nous allons parler de la CAN 2025 qui s'est refermée. Le débat reste ouvert. Les léopards ont sémé les graines pour la Coupe du Monde 2026. Quel bilan et quelle perspective? Nos experts maison sont avec moi sur ce plateau. Mais avant de commencer cette émission, nous allons rendre un hommage à Médard Mbouyal Mangal qui a été inhumé ce samedi. Cédric Kenina, Médard a été inhumé. Est-ce que vous avez un mot sur cette journée triste quand même pour la corporation journalistique? Oui, une journée triste, une journée noire, parce que on a vu sur place ici à l'esplanade du studio Maman Nguébi la crème intellectuelle venir rendre les derniers hommages à Médard Mbouyal Mangal. Et je crois que c'est après son vécu sur Terre qu'on comprend aujourd'hui qui était réellement Médard Mbouyal, surtout pour la profession de journaliste que nous sommes, mais aussi pour le monde scientifique d'une manière générale. Médard Mbouyal était intimement lié à l'ouvrage, et pas n'importe quel ouvrage, s'il faut dire d'une manière générale, les ouvrages scientifiques, sociologiques, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la sociologie. Je me souviens quand je parlais avec lui, de temps en temps, on échangeait matière scientifique. Pour Médard, la sociologie est pluridisciplinaire et englobe tout ce qui est réalité physique, la vie. Et je retiens de lui scientifique exigeant, très pointu dans ses arguments. Et d'ailleurs, moi, je m'essayais d'être souvent aux antipodes de ses arguments. Et je suis sincère, je n'arrivais pas. Quand je me retirais après l'émission, je faisais l'autopsie. J'essayais un peu d'analyser en profondeur les arguments de Médard.
c'était convaincant. Et moi, j'étais convaincu de temps en temps, malgré le fait que j'aimais montrer, c'est comme un sport, c'est comme une discipline sportive quand on est autour de cette table, quand on est cramponné à l'idée d'argumenter sur un dossier donné, on se jette à corps perdu, on use de tout ce qu'on a comme capacité intellectuelle, mais au fond, c'est soit le public qui juge, soit c'est soi-même dans son subconscient, on arrive à analyser, à dire, voilà, sportivement, j'ai perdu face à l'autre, je n'avais pas assez d'arguments. Et c'est ce qui m'arrivait très souvent face à Médard Mbouyal Mangal. Je m'exerçais à être souvent aux antipodes de ce qu'il disait. Donc nous perdons un grand scientifique, un grand journaliste. Et ce samedi restera dans les annales. Et comme l'a dit si bien la famille qui a formulé la demande de voir son travail scientifique, sa thèse, présentée à titre posthume, ça serait un honneur pour la profession, un honneur pour la RTNC, un honneur pour la famille des Médard, un honneur pour nous qui étions ses collègues sur cette terre des hommes. Le grand Mofwenge, quand même un intervenant percutant dans cette émission en toute vérité. Qu'est-ce que vous gardez de lui? Adieu, Médard Mbouyal Mangal. Anita, l'heure n'est plus à la démultiplication de paroles. La mort de Mbouyal Mangal nous a permis de découvrir une personnalité multidimensionnelle. Tout le monde l'a dit, tout le monde a reconnu ses mérites. Mais quant à nous ici, Médard Mbouyal Mangal laisse des empreintes d'un analyste très critique, comme l'a dit Cédric, aux arguments pointus, prêt à affronter la dialectique ou la contradiction. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de garder ces caps qu'il nous a laissés. Mais Médard restera toujours présent dans nos mémoires. Nous l'avons dit. Ceux qui ont pris parole aujourd'hui ont repris ce qu'en toute vérité avait dit. Que cette thèse soit publiée à titre posthume. Nous étions le premier à le dire. C'est de cette façon que la pensée systématisée de Médard, qu'on appelle thèse de doctorat, va l'immortaliser. Et à travers cette recherche, on se souviendra toujours de lui. Edith Chala, vous aurez les mots justes d'ailleurs, parce que c'est à vous qu'il a laissé des exemplaires de sa thèse. Oui, Anita, à chaque fois que j'y pense, je trouve que c'était... je ne vais pas dire que c'était un au revoir, parce que bon, ni moi ni lui, personne ne savait que c'était les derniers moments qu'on échangeait en face à face. Il m'a laissé ces 5 exemplaires pour l'aider à déposer ça à l'IFASIC alors qu'il allait à Kananga. C'est ce que j'ai dû faire par un de ses collaborateurs. Et Médard Mbouyal, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui sont intervenus avant moi ont reconnu la grandeur de la personnalité de Médard Mbouyal. Je me souviens avoir lu Lao Tzu, un chinois, qui disait que la mort de certains pèse une mouche et la mort des autres, le mont Yatsen. Et dans ce métier, je crois que la mort de Mbouyal est une perte immense. Et pour la RTNC, en tout cas, ça l'est encore beaucoup plus parce qu'il était au quotidien avec nous. De temps en temps, on se ressourçait auprès de lui, on discutait. Et son sens discursif permettait, chaque fois que vous êtes avec Médard, il y a toujours lieu d'évoquer des sujets contemporains, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient... Franchement, c'est quelqu'un de scientifiquement très utile. Bon, le destin a décidé qu'il parte de sitôt, en tout cas pour nous. Mais comme vous le savez, devant la mort, comme Mofwenge aime bien, quand il dit que quand on est dans l'espace, c'est dans le temporel, la corruption de la matière est certaine, nous ne pouvons pas nous en passer, c'est ça on fait avec. Voilà, des hommages qui lui sont rendus. Je l'ai dit en début de cette émission, la RDC au cœur des grands enjeux à Davos. Au-delà des discours Cédric Kenena et de la visibilité internationale, quelles retombées concrètes pour la RDC au Forum économique de Davos?
D'abord, le Forum économique de Davos, c'est une vitrine des dimensions extrêmement larges parce que vous avez 3000 leaders venant de plus de 130 pays et vous avez près de 65 chefs d'État et de gouvernement. Je crois ça, c'est en croire toute la mathématique présentée. La République démocratique du Congo s'est bien vendue. Et puis au plus haut sommet, à travers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est fait accompagner de plusieurs membres du gouvernement. Revenons à votre question sur ce que le pays peut offrir au monde à travers le Forum économique de Davos. C'est d'abord à travers ces minerais critiques. La République démocratique du Congo est en première ligne dans ce qu'on appelle la mutation énergétique vers les économies vertes. Notre pays se présente comme étant l'un des piliers avec ses atouts de cette mutation mondiale. Les minerais critiques que nous avons, tant convoités, que ce soit par nos voisins ou encore par les superpuissances du monde. Et c'était le moment pour que le pays puisse présenter, non seulement présenter ces minerais critiques, parce que j'ai eu à suivre le ministre des Mines, Luatum Kabamba, autour d'une table ronde organisée en marge de ce forum de Davos. Maintenant, la RDC n'est plus là pour écouter. La RDC est là pour présenter ces minerais et parler de la transformation de ces minerais. C'est un pas de plus vers une industrialisation du pays, parce que quand on revient aux années 1900, quand le monde s'industrialisait, les Américains n'allaient pas transformer leurs matières premières ailleurs. Les Français ou encore l'Allemagne de l'époque, qui aujourd'hui, la première économie européenne, n'allait pas transformer tout ce qu'il avait comme matière ailleurs. Et c'est de même avec la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Les credos actuels ou encore cette profession de la foi politique, c'est la transformation de nos matières en interne, ici chez nous en République démocratique du Congo. Et moi je trouve que nous sommes sur la bonne voie si seulement on s'y engage résolument, que cela ne reste pas sur papier, et que le gouvernement ou les autorités de la RDC prennent conscience de l'état actuel du pays qui n'arrive pas à décoller parce que vous avez une économie extravertie, vous avez une économie qui est non transformationnelle. Il faut muter très rapidement vers une économie beaucoup plus structurée avec des projets structurants, mais des projets pensés en interne chez nous en République démocratique du Congo pour répondre à des questions internes du pays et avec des matières premières issues de nos ressources naturelles, même ces minerais critiques, je crois, c'est hissé au rang des superpuissances pour la République démocratique du Congo, serait qu'une question de temps. Et dans un délai, moi je crois fermement, relativement court. Oui, vous venez de le dire, Sédhic Kenina. Là, je m'adresse au grand Mufwenge. Il vient de le dire que la RDC a été bien vendue. Est-ce qu'elle est perçue comme une solution ou comme un défi à ce forum? Le maître mot de la participation de la RDC à la 56e réunion du Forum économique mondial de Davos, c'est RDC Pays Solution. Pays Solution à un triple niveau. Pays Solution face au climat, au regard de la qualité et de la quantité de sa forêt et de ses tourbières. Pays Solution, comme l'a dit Cédric, par rapport à la transition énergétique. Là, il faut évoquer les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, cobalt, coltan et tout ce que vous savez. Pays Solution du point de vue de la qualité et du dynamisme de sa jeunesse aussi. C'est 70%. 70% de la population congolaise est jeune. Le dynamisme de cette jeunesse-là. Mais Pays Solution, oui,
Ça me paraît, lorsque j'ai entendu le ministre Moukoko et Atoum parler, plus comme un refrain, un credo que la réalité. Nous apportons des solutions aux enjeux mondiaux alors qu'il y a des problèmes sans solution en interne. Là, ça devient un défi. Il faut vite passer d'une économie extractive à une industrialisation locale, pourvoyeuse des emplois, pourvoyeuse des certitudes. On dit forêt, oui. L'Amazonie, c'est une forêt, le Nemekong, en Indonésie aussi. Mais avant que le monde ne bénéficie de sa forêt, ne fût-ce que créer ou fabriquer des cure-dents ici, diamants, des Mbujimaï, oui, or, oui, justement, on fabrique des bijoux en or à Dubaï ou à Bruxelles, un minimum de transformation locale ici, Anita. Donc la RDC, oui, on a vendu, oui, mais le paradoxe, le problème demeure. Comment solutionner les problèmes mondiaux alors qu'en interne, on manque d'infrastructures, on manque des industries? Et là, j'en conviens avec Limi Satoum, l'enjeu, c'est de faire de la RDC, non pas seulement, ça c'est les modèles hérités de la colonisation, RDC comme simple fournisseur de matières premières, mais il faut les positionner, et ça, c'est ça la vision du président de la République, positionner les pays comme acteurs stratégiques capables de négocier, de structurer et sécuriser de partenariats économiques, mais localement d'abord bénéficiables aux Congolais. Je veux dire halte à l'extraversion de notre outil économique hérité de la colonisation. Edith Chala, lorsque le président de la République affirme que la transition, là je veux lire, la transition énergétique repose sur une responsabilité partagée et une équité dans la chaîne de valeur, que signifie concrètement ce message du président de la République? En somme, ce que le président de la République veut dire, c'est ce qu'il avait déjà dit qu'est-ce que je vais dire, à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est le message qu'il rappelle. Il faudrait une équité dans la transition énergétique. Il n'est pas bon que la République démocratique du Congo ou bien d'autres pays africains soient là seulement pour servir de matière première. En fait, ça, c'est ce que ça signifie. Il faudrait que dans la transition énergétique, chacun, selon ce qu'il apporte, reçoive la rétribution. L'égale rétribution, c'est faire en sorte que les populations bénéficient de ces potentiels et de ces ressources dont disposent les pays. Et pour ça, il faut repenser les politiques économiques au niveau mondial, mais surtout au niveau national. Davos, le président y a été. Je crois que, comme nous l'avions dit au cours des différentes émissions dans toute vérité, nous avons maintenant une pensée plus ou moins structurée de ce que nous voulons. Nous allons dans les forats comme Davos pour présenter cela. La RDC est un pays solution, c'est très bien. Maintenant, il faut rentrer dans ces pays solutions pour voir qu'est-ce qu'il y a comme problème pour la RDC d'abord, qu'est-ce qu'il y a comme problème pour le monde et ces solutions, comment vont-elles être mises en œuvre, en commençant par la RDC ou en commençant par le monde. C'est en se déterminant sur cette question-là que l'on saura qu'est-ce qui va exactement être fait. La République démocratique du Congo se trouve dans une situation telle que beaucoup des minéraux du futur sont dans notre sol, certains sont même encore non exploités. Et il y a ceux qui peuvent exploiter avec des capitaux frais. Maintenant, il faut mettre en cohérence cette exploitation, les besoins de développement de la République démocratique du Congo, mais aussi les besoins des autres de créer un environnement écologique. Nous ne pouvons pas nous souffrir du fait que nous avons la forêt, nous devons la protéger, mais que les populations qui vivent de la forêt ne soient pas en situation de continuer à profiter de cette forêt parce que le monde doit profiter de la forêt tout entière. C'est en fait ça l'idée de l'équité dans l'exploitation. Lorsque le président parle de la responsabilité partagée, c'est justement à quel niveau? Au niveau des bénéfices, des risques ou des efforts? Les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas pollueurs. C'est un exemple. Je vais aller comme nous ne sommes pas pollueurs. Il y a les pollueurs. Il faudrait que les pollueurs payent plus que les non-pollueurs. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Vous demandez
à la République démocratique du Congo de protéger sa forêt. C'est une responsabilité. La République démocratique du Congo doit protéger sa forêt. Mais en même temps, la République démocratique du Congo a des populations qui vivent de la forêt. Il faudrait que ces populations continuent à vivre et à vivre décemment. La République démocratique du Congo a des soucis du côté énergie. Il faudrait que ceux qui veulent que la forêt congolaise soit protégée financent des projets par différents canaux, financent des projets de construction des barrages par exemple, pour que le bois de chauffe ne soit plus utilisé pour le chauffage pour les villageois, que ce soit de l'électricité. C'est un exemple simple qui démontre les niveaux de responsabilité, que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau international. C'est donc ça le sens global de l'idée des responsabilités partagées. Il faudrait que chacun voie dans ce qu'il agit, dans ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut faire et le faire avec responsabilité, qu'il soit pollueur ou non pollueur, qu'il sache que l'action qu'il pose a de l'impact sur la vie du futur, a de l'impact sur le monde entier. Davos apparaît comme un forum auquel la République démocratique du Congo a pris part, et puis le président de la République est revenu que c'est terminé. Non, Kenina a dit que nous nous sommes très bien vendus. En nous vendant, ça veut dire que nous devenons de plus en plus crédibles. Ces forats, notamment Davos, permet à la République de construire son crédit confiance, son capital confiance. Vous vous retrouvez sur le plan international avec la possibilité de mobiliser plus de ressources pour les infrastructures, notamment, dont nous n'avons pas beaucoup de capitaux pour les réaliser. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, il faut des milliards pour un projet comme Inga. Quand vous parlez de Inga en République démocratique du Congo, avant, on ne percevait pas la République démocratique du Congo comme on l'aperçoit maintenant. Participer à des forums comme Davos, comme d'autres, ça permet aux investisseurs, ceux qui ont beaucoup plus d'argent, de comprendre ce qu'est la République démocratique du Congo et de rendre la République démocratique du Congo intéressante pour les investisseurs et les hommes d'affaires. Je crois que le président, en parlant de cette équité, de cette responsabilité partagée, a fait allusion justement à cette idée de voir chaque acteur, chaque partenaire de ce nouveau monde voulu plus écologique, prendre les responsabilités qui sont les siennes, mais dans la mesure de ses capacités et de ses contributions ou de son potentiel de contribution à un monde beaucoup plus écologique. Cédric Kenina, quelle place l'RDC entend occuper dans la chaîne de valeur de la transition énergétique? Une position prépondérante parce que la RDC est en première ligne dans la transition énergétique. Ça, c'est sûr. Mais j'aimerais bien revenir un peu sur ces schémas entre pollueurs et non pollueurs. Edith Chala a été beaucoup plus explicite. J'aimerais bien ajouter quelque chose parce que dans ça, si les gros pollueurs refusent de payer, parce que ce qui est paradoxal, c'est eux qui fixent les règles du jeu. Les puits carbone à payer et tout ça, les montants à donner, tout ça à compenser pour que nous puissions sauvegarder nos forêts, c'est eux qui fixent malheureusement les règles du jeu pendant que c'est eux qui sont à la base du dérèglement climatique à l'échelle mondiale. Donc nous devons former en cœur, nous mettre ensemble. Quand vous voyez l'espace vert, les forêts du bassin du Congo, vous voyez l'Amazonie avec le Brésil, vous voyez les Bornéo Mekong, et tous ces pays-là, à un moment donné, avec la COP qui s'est tenue au Brésil, on a cru, moi personnellement, j'ai cru que ces pays, ces grands pays qui aujourd'hui protègent l'existence du monde, parce que les défis est existentiels, pouvaient parler d'une même voix pour faire les contrepoids face à ces règles de jeu qui semblent être déséquilibrées parce que les Américains ont décidé de quitter l'accord de Paris. Et l'accord de Paris avait tracé les lignes maîtresses pour diminuer de 1, 2, 3 degrés les réchauffements climatiques. Et quand c'est un pays aussi surindustrialisé que les États-Unis qui décident de quitter et de continuer à polluer l'environnement,
je crois que ça ne va pas arranger les choses. Il faut que de l'autre côté, qu'on apporte un contrepoids pour pousser ces grands pollueurs à payer beaucoup plus. Et ils comprennent ça comme étant une sorte d'impôt sur les fortunes. Parce que l'impôt sur les fortunes, ailleurs, c'est pour créer une certaine solidarité au sein de la société. C'est-à-dire, on fait des coupes sur les revenus les plus forts, les plus puissants du point de vue argent, et pour redistribuer aux autres moins fortunés. Et ils pensent que c'est ça. On est en train de faire des coupes pour redistribuer aux pays qui en ont besoin. Or, ce n'est pas ça. Nous faisons un travail écologique mondial pour protéger la planète que eux ne font pas. Et ils sont là pour détruire tout ce qui existe. Donc, nous devons faire pression, nous qui détenons encore les espaces verts, sur ces gros pollueurs. Et en termes de pression, ça ne doit pas être une négociation. Quand on dit pression, c'est-à-dire, vous ne voulez pas nous payer, nous allons détruire toutes ces forêts, et puis nous allons nous industrialiser comme vous. Mais sachant qu'on ne produit pas. C'est simplement ça. Sachant et qu'on je ne produit crois, pas. Raisonnablement, ils feront marche en arrière pour voir les dégâts que cela peut avoir dans le monde futur, et ils vont souffrir. Ça, c'est sûr. À un moment donné, il y avait des pressions de ce genre. Pour quel intérêt nous allons garder des forêts et rester à l'état primitif, et vous allez vous surindustrialiser à outrance et nous laissant dans cet état? Je pense qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est une arme entre les mains de la République démocratique du Congo, d'abord qui détient près de 60% des forêts du bassin du Congo, le Brésil qui regorge la première des forêts à l'échelle mondiale, la forêt amazonienne, et vous avez les Bornéo, Mekong et les autres en Asie. Donc c'est une question de pression à l'échelle internationale face aux gros pollueurs. Le chef de l'État a donné le ton à Davos sur ce sens justement d'équité et de responsabilité. Est-ce que la RDC est prête à l'interne de porter ce discours? Est-ce que la RDC en interne est prête à porter ce discours? Je commence par dire que le changement ne peut advenir que lorsqu'on commence à s'inquiéter de la monotonie. Je dois vous rappeler, Anita, que le forum de Davos de 2026, tenu du 19 au 23 janvier, c'est la 56e réunion. Lorsque j'entends ici que la RDC s'est bien vendue, la RDC a toujours dit ça. Scandale géologique, maintenant pays solution. C'est de la routine. Nous devons comprendre que le changement va commencer au niveau du changement de paradigme. Ça veut dire quoi? À Davos ou à Davos, il a été question de s'ouvrir aux nouveaux partenariats économiques à la seule condition que ce nouveau partenariat économique s'inscrive d'un investissement productif. Cédric a parlé de la transformation locale, mais surtout la création des chaînes de valeur. Pays solution, oui, j'ai dit ici, mais c'est un paradoxe. Donc, vous solutionnez les problèmes mondiaux et vous-même, vous avez des problèmes. Ça, c'est le premier souci. Les pays s'est bien vendu, oui, mais ce n'est pas la première fois, parce que chaque année, ces pays participent à Davos. Oui, mais c'est ça. Il faut sortir de la mémété, aller en quête de nouveaux horizons, se remettre en question, mais surtout être allergique au même. Quand vous parlez de nouveaux horizons, vous avez quoi en tête exactement? Très belle question. Nouveaux horizons veut dire halte à ce qu'on a toujours fait, à ce qu'on a toujours entendu. Scandale géologique, c'est un credo. Pays solution, c'est un credo. Qu'est-ce que la population congolaise tire concrètement comme bénéfice de tout ça? Il y a des Congolais qui n'ont jamais même vu les coltans, madame, même les diamants. Mais ils voudraient voir, ne fût-ce que parce que nous parlons des forêts, de la cure des dents, des bijoux que vous portez. C'est ça le changement. Parce que l'année prochaine, il y aura aussi Davos. On va dire aussi pays solution, on va créer d'autres concepts. Donc c'est un peu ça. Sortir de la mémété et fixer un nouveau cap, mais réaliste, dans l'optique de la transformation de nos potentialités en véritable richesse.
Il y aura Davos aussi l'année prochaine. Oui, vas-y, Oui, oui, PNJ. mais attends, Moufouingue, ça c'est très alarmiste. Quand tu dis qu'il faut fixer de nouveaux caps, non, c'est la même chose que l'on entend. L'année prochaine, il y aura... Est-ce que c'est faux? Il y aura Davos l'année prochaine. Écoute. Tu sais que Davos c'est une rencontre Écoute, annuelle. Écoute, tu sais que la République démocratique du Congo connaît des sérieux problèmes en interne sur le plan des infrastructures. Tu es d'accord avec moi, non? Tu rappelles des défis que ce pays doit résoudre lui-même. Écoute, Vas-y. dans la résolution de ces problèmes, il y a des démarches qu'il faudrait mener. Il faudrait mobiliser les capitaux. Pour les mobiliser, il faut d'abord être crédible. Edith Chala, nous Je sommes- suis nous à sommes- Edith, s'il 60 vous ans plaît, après nous l'indépendance sommes- d'entendre nous ces sommes- Il faut discours. commencer. S'il vous plaît, nous sommes C'est à le la défaitisme. nous Il sommes faut à la commencer. 56e Tu vas le édition. dire, justement. Tu vas Il y a le des dire. choses qui doivent changer. Ça doit changer. C'est défaitiste comme propos. Mais justement, nous 60 sommes... ans après, il dit. Attends, Oui, nous 60 sommes... ans après. mais attends, il faut rester méthodique. Il ne faut pas être Ça à la... veut dire quoi? il faut On n'est rester pas méthodique. alarmiste, c'est la belle Attends. excuse. Laissez-le Attends. parler, Il faut rester laissez-le terminer méthodique. son idée, s'il vous On ne plaît. résout pas les problèmes du pays comme ces problèmes individuels à la maison. 60 ans après. Oui, justement. Nous sommes très jeunes, tu le sais. 60 ans, on est jeune. Oui, on est jeunes. En tant que pays, on est jeunes. Il y a des choses que nous devons faire que nous n'avons pas fait depuis. Et si l'on commence à le faire, il faut poser des questions sur ce qui est fait et les solutions qui sont attendues. Il ne faut pas tout simplement dire nous devons fixer de nouveaux caps. Mais les nouveaux caps, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est qui est clair, c'est que nous voulons avoir de bonnes infrastructures en République démocratique du Congo. Ça, c'est une question qui se pose partout. Quand vous allez à travers Est-ce le que monde, dans les cela différents- ça Et dépend pays de ça solution, pour ça veut changer, dire quoi? pour changer la donne? Mais Est-ce que c'est ça un dépend de ça? concept creux. Si Oui, du pays s'il vous solution plaît, veut dire s'il quoi? vous plaît. Très bien. Dans un pays S'il sans vous plaît, s'il vous infrastructure. plaît, le Très grand bien. Moufouingue, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Je te donne un exemple, un petit exemple pour comprendre quand on dit pays solution, ce que ça veut dire. Pays solution, ça veut dire ceci. Les différents problèmes mondiaux. Il faudrait la transition énergétique. Pour aller à la transition énergétique, il faut les minéraux critiques que nous avons en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, à cette question de transition énergétique, la République démocratique du Congo apporte une solution. Mais en apportant la solution, il faudrait qu'à l'interne, des réponses soient trouvées aux problèmes qui se posent aussi. C'est pourquoi, quand vous voulez exploiter les minerais critiques, il y a un plan local qui exige que ces minerais exploités soient transformés localement. C'est réfléchi, c'est pensé, et il y a des caps. Il faudrait rentrer dans chaque secteur, poser la question, quand on dit pays solution, dans tel secteur, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Oui, l'on mais fait? comment La concilier faiblesse de justement... ce que s'il tu vous dis, plaît, excusez-moi madame, la Oui, faiblesse de allez-y. ce que tu dis, c'est que 60 ans après, on reste au niveau de la pensée. On ne sait pas fabriquer les bijoux que madame a Mais mis. toi- On ne sait pas, on ne sait pas. Et à Mais t'entendre regarde-moi, parler... regarde-moi, attends, Moufouingue, le philosophe de tout le- t'entendre par- Mais comment? Tu Tout me dis que- commence par la Nous pensée. allons- Mais justement, C'est- tout- c'est- il se contredit. Edith Non, je Chala- ne me contredis pas. S'il je vous sais plaît, que- on commence par la Moufouingue, pensée. 60 s'il ans vous après, on plaît, fait que s'il vous penser. plaît, grand Moufouingue, est-ce qu'on peut laisser la deux. parole? On va couper la parole en deux et passer la parole à Cédric Donc, pendant Kenina. 60 S'il ans, vous on plaît, fait que s'il vous penser. plaît, Je le suis grand désolé. Moufouingue, s'il vous plaît. J'aimerais bien Cédric couper Kenina, la ouais. poire en deux parce que Moufouingue a été clair, parce que le tout reste sur papier. Mais quand il parle des nouveaux horizons, c'est un peu flou. C'est la Moi- transformation locale moi- dont tu as moi, parlé. J'aurais souhaité qu'il parle du multilatéralisme, parce que on a comme l'impression qu'avec les partenaires traditionnels, rien n'a évolué. Que ce soit du point de vue environnemental, que ce soit du point de vue transition énergétique, Inga est resté sur papier. Du point de vue potentiel, on n'a jamais trouvé preneur. Donc, il est temps de changer les fusils d'épaule, d'explorer d'autres horizons. Et là, j'ai fait appel au multilatéralisme, des gens qui seront beaucoup plus pragmatiques, que nous ne restions pas sur le papier. Mais de l'autre côté, je donne raison à Edith Chala, que cela prenne 60 ans, 50 ans, il n'est jamais tard pour mieux faire. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Parce que quand vous voyez les autochtones, ceux-là qui habitent tout autour ou qui vivent dans nos forêts, ils en ont fait leur supermarché. Au fur et à mesure que nous évoluons, les espaces verts vont s'effritrer et disparaître au fur et à mesure parce Gouverner, qu'il y a, c'est il y a prévoir une aussi. forte pression de l'activité Gouverner, c'est humaine prévoir. sur les ressources forestières. Surtout ça. Cette forte pression de l'activité humaine n'est pas seulement du point de vue artisanal. Vous avez des industries qui se développent
on coupe les bois tous les jours et ça passe sur poids lourd, Des grumes. sur tout ça, au vieux dessus de tout le monde. Et c'est d'une manière incontrôlée, très souvent, quand bien même qu'il y a une législation qui existe. Donc, il est temps de changer les fusils d'épaule, de faire en sorte que nous, Congolais, ceux-là qui vivent dans des zones vertes, ne puissent pas faire de nos forêts leur supermarché où ils vont déverser tous leurs besoins pour que nous puissions éviter à la longue d'avoir entre nos mains une arme dissuasive face à l'Occident. Mais être aussi défaitiste comme l'a dit Moufoué, pour dire qu'on est condamné à jamais à vivre dans cet état parce que tout ce qu'on propose c'est chimérique, moi je ne pense pas. Mais justement, À un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. comment concilier la transition énergétique, la protection de l'environnement et le bien-être de la population locale? Ah oui, mais si c'est d'une manière équilibrée, c'est beaucoup plus simple. Edith Chala l'a dit, que ceux-là qui veulent exploiter nos forêts les fassent dans les normes, avec un cahier des charges éminemment social. Parce que vous exploitez nos forêts dans les normes, mais à côté de ces forêts, il y a des populations qui y vivent. Il faut des écoles, il faut des infrastructures, il faut. C'est de la même manière avec nos partenaires extérieurs. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit en termes de métaux critiques et autres. Nous vous offrons la solution pour la transition énergétique. À contrepartie, nous avons besoin de la technologie parce que nous voulons transformer nous-mêmes ici chez nous. À contrepartie, nous avons des infrastructures parce que nous voulons relier notre pays, connecter notre pays par un réseau routier. C'est simplement ça. Je crois si on arrive à intégrer cette logique qui paraît pragmatique, nous allons arriver facilement à atteindre nos objectifs. Est-ce qu'on se et, limite si possible, pas, les autres. est-ce qu'on se limite pas seulement au niveau des plaidoyers? Parce que je rejoins Grand Moufouengue, les choses quand même ne bougent pas. On est à la 56e édition quand même. Ça devait quand même être palpable sur le terrain. Non, mais Davos, nous participons avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de clarté, de vision de la République maintenant qu'il y a des années. C'est pourquoi je dis que, contrairement à Kenina qui pense que la multilatéralité va donner de solutions, dans une certaine mesure, mais pratiquement, je crois que le problème, il est en République démocratique du Congo. Il faudrait que la République impose sa place à la table. Voilà. Que ce soit dans la multipolarité, que ce soit dans l'unilatéralité, la République doit imposer sa place à la table. Et on n'impose pas sa place à la table en tournant les pouces. On impose sa place à la table en venant et en disant ce que l'on apporte, ce qu'on est capable de faire dans ce monde. Mais en se montrant aussi brutal comme Donald Trump. Tout à fait. C'est possible. Tout à fait. C'est une information que lui ne perçoit pas. De mon point de vue, de mon point de vue, oui, attends, de mon point de vue, Trump n'est pas un bon exemple. Comment ça? C'est mon point de vue. Non, pour les Américains. Pour les Américains, c'est un bon exemple. Pas pour tous les Américains. Bon, nous ne rentrons pas dans ce débat. Chaque leader politique a sa vision et sa façon de faire. Il est brutal au point qu'il est en train de repenser l'ordre mondial. Il a lancé le Conseil de paix. Il met en péril, bousculant certaines choses, en bousculant certaines habitudes. Oui. Attends. Ouais. Moi, je parle en ce qui me concerne et mon analyse de la question mondiale. Je pense qu'il fait fausse route. Créant la société, ce qu'il appelle le Conseil de paix, il met en péril les Nations Unies. En mettant, même s'il dit que son Conseil de paix va l'aborder aux Américains. Les Nations Unies se sont mis en péril eux-mêmes. Eux-mêmes. Laissez-le quand même terminer sa pensée. Si s'effondrent, parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à l'évolution. Attendez, si les Nations Unies s'effondrent aujourd'hui, elles vont s'effondrer avec tout l'ordre mondial, mais surtout avec tout le droit international. Sauf les États-Unis d'Amérique. Si ça peut ragaillardir les États-Unis, peu importe. C'est ça justement. Ces noyaux-là, et on peut le dire ainsi, ils vont terminer sa pensée, s'il vous plaît. À l'échelle internationale. Mais tu as toujours soutenu l'ordre mondial. S'il vous plaît, Grand Moufouengue. Qui frise le darwinisme, c'est le plus fort de ce s'il vous plaît, laissez quand même Edith Chala terminer sa pensée. Ça me plaît, madame, il peut continuer. Vas-y, je te protège, Edith. Ce n'est plus Edith Chala, adepte du machiavélisme. À l'international. Je le suis plus ou moins, mais à l'international, c'est très dangereux. Comment ça? C'est très dangereux. L'étau se resserre autour de lui. C'est le prophète des ordres internationaux. Est-ce que vous pouvez le laisser parler? Il peut. Je dis que moi, je ne partage pas
la démarche de Donald Trump. Mais tu soutenais les désordres internationaux. Et Trump est sur cette voie. Non, je ne l'ai jamais soutenu. À plusieurs reprises, tu as évoqué Machiavel ici. Moi, j'aime les puissants. Comme Trump? J'aime les puissants, mais je voudrais que les Et puissants... c'est que font les puissants. Oui, les puissants doivent respecter l'ordre qui existe. Là, tu moralises. Oui, il faut un peu de morale dans la puissance. Sinon, Il a c'est changé, la brutalité, il c'est prêche la morale. brutalité Non, mais la plus sauvage. Le Conseil de paix va détruire les Nations Unies Nous sommes et en on train n'aura plus rien. d'évoluer. Et entre les Edith puissants, Chala a aussi évolué entre les quand puissants, même. parce que nous ne sommes pas encore, nous serons à la merci des plus puissants que nous. Alors j'imagine que l'équilibre actuel des Nations Unies permet encore au monde de vivre cette paix très fragile d'ailleurs. Et je crois que l'attitude du président Donald Trump, encore que les États-Unis, c'est une structure assez forte, je pense qu'il ne va pas aller comme ça indéfiniment. Au Groenland. Groenland, mais il a tempéré ses ardeurs. Je crois que ça va aller, ça va évoluer et que le droit international prendra les dessus. Mais en rentrant sur ce qu'est la République démocratique du Congo dans la multilatéralité, je disais tout à l'heure qu'il faudrait que la République impose sa place à la table. Peu importe le partenaire, quand le partenaire a besoin de vous, parce que je l'ai dit, c'est que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de bon cœur. Question d'intérêt. Oui, c'est lui qui trouve un intérêt dans X ou Y relation, qui s'y engage. Et quels que soient les partenaires, nous devons nous savoir ce que nous voulons, où se trouve l'intérêt pour la République démocratique du Congo. Et le potentiel que nous avons nous est une force qui peut nous permettre d'imposer notre place à cette table, justement. Quels que soient les partenaires, nous pouvons bien, avec notre potentiel, trouver une place à la table. Voilà, nous allons passer au deuxième sujet de ce soir. C'est la situation sécuritaire à l'est du pays. L'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 se sont retirés de la ville d'Uvira. Cédric Kenina, quel bilan après leur retrait? D'abord, ça a été une bien mauvaise idée, le fait d'envahir Uvira. Je crois que la coalition RDF, AFCM 23 et autres, cette coalition s'est rendue compte qu'ils ont certainement touché la corde sensible de la communauté internationale à la veille même, ou encore au lendemain de la signature de l'accord de Washington. Ils devraient tout naturellement se rendre en évidence et débarrasser les planchers. Et c'est ce qui a été fait. Ils sont sortis de la ville avec beaucoup d'hésitation, ça c'est vrai, parce que avec pincement au cœur, parce qu'ils s'y voyaient déjà en route vers les Tanganyika, oubliant qu'il y a un accord qui a été signé comme d'habitude, parce que ce n'est pas le premier. Ils voulaient également marcher sur cet accord, signé cette fois-ci devant les caméras du monde entier et commettre le même bêtise que le fois dernier, parce qu'il y en avait plusieurs. Maintenant, vous parlez en termes de bilan. On a vu, bilan sécuritaire. Nous avons un reporter, la RTNC a dépêché une équipe sur place. L'M23, notamment les forces spéciales rwandaises, ont quitté la ville, pillant tout sur leur passage. Des véhicules de luxe, des magasins et autres ont été pillés. Ça, c'est les dégâts matériels. Même la centrale électorale de la CENI. Y compris la centrale. Je vois très mal que la population sur place puisse piller la centrale électorale. Je ne sais pas pour quel intérêt. Ils l'ont fait. C'est un acte de sabotage. Et pas seulement ça, ils ont pris en otage quelques membres de la communauté Banyamulenge. C'est ça les bilans. Ils les ont pris en otage et ils ont fait appel à la presse locale, sous les bottes même de l'AFCM 23, pour nous montrer cette sorte de cinéma mal pensé, des scénarios mal pensés de Banyamulenge qui serait en insécurité dans la ville d'Uvira. Et moi, je me demande, était-il en insécurité avant ou après? Parce qu'ils ont toujours cohabité avec
les autres communautés à Ouvira avant la prise de la ville. On n'a jamais parlé des Banyamulenge attaqués dans la ville d'Ouvira et que cela arriverait après que la ville soit occupée par l'M23. C'est une thèse qui ne tient pas assez debout, qui paraît fragile même dans sa conception. Et on a instrumentalisé les nôtres Banyamulenge, parce qu'ils font partie de nos communautés. Et puis ça, c'est révoltant. Quand on doit trimballer les gens devant les caméras, leur pousser à dire des faussetés, c'est révoltant pour une communauté qui a en elle l'esprit, ce qu'on appelle l'État-nation, les vivre ensemble. Donc c'est un peu ces bilans négatifs, l'occupation par les forces rwandaises, et ça a été dans d'autres localités également, que ce soit à Bukavu, il y a eu des assassinats ciblés, à Goma même, certains qui ont fait montre des résistances ont été simplement éliminés. Et c'est ce qui s'est passé également à Ouvira. Mais je crois avec la présence des forces régulières, mais aussi des Wazalendo, nous osons croire que la sécurité sera rétablie, parce que nous sommes à 2, 3, 4 jours après les départs des M23. Il faut nettoyer les poches des résistances, parce qu'il y a de ceux-là qui sont restés, on a les informations, des poches des résistances. Il y a des infiltrés qui sont restés pour voir les conditions d'occupation, des réoccupations de l'administration régulière. Et je crois tout ça, le travail est en train d'être fait dans la ville d'Ouvira. Et nous osons croire que la sécurité sera entièrement rétablie. Et nous espérons avec beaucoup plus de foi, parce que le fait de voir le gouverneur regagner la ville, le fait de voir les maires de la ville sillonner la ville pour apaiser les esprits et rassurer. Je crois nous autres qui sommes à des milliers de kilomètres, ça ne peut que nous rassurer. Grand Mufwenge, est-ce que ce retrait du M23 de la ville d'Ouvira peut être considéré comme un geste d'apaisement? Geste d'apaisement, ou du retour d'une paix je ne dans pense cette pas. partie de la ville? Pas du tout. Du point de vue du gouvernement, le retrait de l'AFZ M23 de la ville d'Ouvira ne marque pas la fin de l'agression ou le changement ou la modification de la situation sécuritaire sur terrain. Parce que les bilans est désastreux, comme l'a décrit Cédric. Hein? Lorsque vous lisez le communiqué numéro 3 du 23 janvier 2026 des FARDC, le pillage et les vols ont été organisés par les forces rwandaises qui occupaient Ouvira. Voyez-vous, c'est planifié et ce n'est pas de gaieté des cœurs que l'AFC M23 s'est retiré de cette ville qu'on appelle Ouvira. Mais ici, il faut dire que juste après ces retraits, puisque le bilan est vraiment scandaleux, Son Excellence, Madame la Première ministre, a tenu une réunion de coordination pour une riposte humanitaire, parce que le bilan humanitaire est préoccupant. Une réunion humanitaire, une réunion sécuritaire. Quels seraient les objectifs prioritaires? Les objectifs, c'est la réinstallation petit à petit de l'autorité de l'État, des services de l'État. Et pour votre information, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, gouverneur du Sud Kivu, est déjà à Ouvira. Il est en train de présenter les mots de soutien du gouvernement ou du président de la République à cette population meurtrie. Donc, petit à petit, l'autorité de l'État se réinstalle. Donc, cette réunion tenue par son Excellence la Première ministre avait cet objectif-là. Préparer cette riposte humanitaire, parce que les gens ont quand même tout perdu, ils ont de besoins, et riposte sécuritaire, mais aussi judiciaire par rapport à la responsabilité pénale, responsabilité civile peut-être des exactions commises. Voyez-vous? Et enfin, il faut dire que ça va continuer, mais l'idéal, c'est que les troupes rwandaises, il ne faut même pas parler de l'AFC 23,
que les troupes rwandaises qui ont quitté Uvira puissent quitter définitivement tous les territoires occupés de la République démocratique du Congo. Parce que ces liens ici, ces liens-là n'est plus un secret. Je vous rappelle, lors de la réunion, il y a 2-3 jours, de la sous-commission chargée des questions africaines, elle s'appelle Mathilde Mukantabara, ambassadrice du Rwanda accréditée aux États-Unis, a reconnu pendant cette réunion, Madame Anita, le rôle que joue son pays en termes de soutien de l'AFC M23. J'ai dit lors d'une émission ici, pour moi, même le processus de Doha était inutile. Il faut combien de preuves pour que nous puissions croire que l'AFC M23 égale le Rwanda? Mathilde l'a dit. Rappelez-vous encore, peu de jours après la chute d'Uvira, les assertions ou les affirmations de l'ambassadeur américain au Conseil de sécurité. C'est Kagame qui avait tout planifié. Voyez-vous? Donc, Doha, pour moi, est inutile. Il faut revoir même les CONOPS. Il est question de retirer les troupes rwandaises de la RDC, excusez-moi. Pas la RTC. Pas la RTC. De la RDC, bon, c'est la même sonorité, comprenez. Retirer toutes les troupes rwandaises des territoires illégalement occupés de la République démocratique du Congo pour permettre à ce que rapidement les deals miniers, notamment avec les États-Unis, puissent se mettre en œuvre et qu'on puisse tourner la page de cette insécurité. Et là, les États-Unis ont un grand rôle à jouer. Demander à Kagame de sortir du pays, sortir ses troupes de la RDC. Et sinon, infligez-lui des sanctions ciblées. C'est fini. Voilà. Tu as la retrait des M23 à Uvira. Non. Oui, vas-y. Kagame s'est rendu à l'évidence que les époques ont changé et que 1997, ce n'est pas 2026. Et puis, en face, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, aux États-Unis, c'est Trump. Donc, il s'est vite rendu compte qu'il était sur une mauvaise voie. Maintenant, il est dans un combat de survie. Si jamais la guerre se termine en République démocratique du Congo, parce qu'à suivre l'ambassadeur, elle s'appelle comment? Mathilde Muntabara. Oui, à suivre Mathilde, c'est que le Rwanda craint que les idées génocidaires émergent de la République démocratique du Congo et perturbent le Rwanda. Alors que Kagame lui-même, avec son communautarisme et son sens d'hégémonie, crée des germes d'un autre génocide, si on en prend garde. Il gère avec ce communautarisme et il se sent gêné qu'en République démocratique du Congo, il y ait Tutsi et Hutu qui vivent en paix, des communautés qui vivent tranquillement sans problème. Lui, il se sent gêné. Il veut que ce qu'il y a chez lui soit transposé en République démocratique du Congo. C'est son combat de depuis et de toujours. Alors, il constate que le monde a suffisamment évolué et que le discours de la République démocratique du Congo est passé. Les gens ont entendu et les gens ont vu. Maintenant, il faudrait reculer, mais reculer avec un peu de dignité. C'est ce que Kagame essaye de faire, mais ça n'efface pas les crimes qui ont été commis. Vous n'imaginez pas, comme Kenina vient de le dire tout à l'heure, on manipule une population, des gens qui vivent dans Uvira depuis des années. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Et puis vous arrivez, vous leur dites, si nous on part, ceux qui viennent vont vous exterminer. Alors que ceux qui disent venir les exterminer étaient là avant qu'eux ne viennent. Donc ils manipulent les gens comme ça et ils trimballent femmes et enfants comme ça sur des longues distances pour vendre une image de la République démocratique du Congo au bénéfice des intérêts de Kagame. Tout ça a été mis à découvert et je crois que son départ d'Uvira est annonciateur de la fin de la guerre. C'est moi qui l'ai dit et c'est ce que je pense et dans mon analyse. Oui, Edith Chala, il n'y a pas qu'Uvira, il y a aussi Goma, pourquoi pas. Oui, bien sûr, il faudrait commencer, même un voyage de 1000 km commence par un pas. Nous avons commencé par le retrait doit être total. Oui, le retrait sera total, j'en suis persuadé et même très convaincu. Déjà qu'au sein du M23, les dissensions sont énormes. Et même s'ils ne le disent pas, mais les dissensions sont
énorme et perceptible. Ça ne va pas aller plus loin. Le M23, l'AFC, c'est un mariage de quelques jours. Et Kagame, lui, comme il est sadique, le sort des autres, ce n'est pas son problème. Lui, il est dans un combat de survie. Quand il estime qu'il peut survivre, même s'il faut que les autres meurent, en tout cas, ils mourront, lui, il est sans cœur. Et le M23 et l'AFC sont convaincus qu'ils ont en face un type comme ça sans cœur. Ils se battent maintenant pour leur propre survie. Libérer Bukavu, libérer Goma, toutes les autres cités, Rutshuru, Kichanga, jusqu'à Bunagana, ça va être fait. Mais cette fois, comme le président de la République le disait, on le fait une dernière fois pour que plus jamais ça ne revienne. Tu sais que par ces lobbies, il est allé tenter de faire passer le message à la sous-commission du Sénat du type il faut encore de brassage, il faut encore des mixages avec les forces du M23 pour que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique. Oui, à un moment, ils exigeaient même une présence, je crois, d'une troupe militaire neutre. Oui, ils l'ont exigé à Ouvira. Oui. Mais vous comprenez que c'est ce que je dis. Le monde a compris que c'est une machination. Le Rwanda est derrière. Il faudrait que le Rwanda rentre dans ses frontières, que le Rwanda rentre chez lui. Le M23 et autres, c'est une coquille vide. Donc, on l'a dit avant, le président l'a dit, bon, les gens s'en moquaient, certains pensaient que c'était politicien, alors que la réalité est en train de sauter aux yeux de tout le monde. Ils ont crié, ils ont même écrit au secrétaire général des Nations Unies, nous allons quitter Ouvira, il va y avoir carnage après, si vous n'envoyez pas les troupes de la MONUSCO, si vous n'envoyez pas les troupes neutres et tout ça. Aujourd'hui, les FARDC sont revenus dans la ville d'Ouvira, il y a plus de calme que quand ils étaient là. Ils ont créé des petites cellules dormantes pour que quand ils seront partis, ils enveniment la situation, ils attaquent les Tutsis. Tout ça a été étouffé dans l'œuf. La situation est calme à Ouvira et elle va davantage l'être. Et ça va prouver davantage que toute la machination pensée depuis plus de 30 ans pour continuer à insécuriser l'Est de la République démocratique du Congo est arrivée à son terme. Cédric Kenina, à quel moment pourra-t-on parler de la restauration de l'autorité de l'État réellement sur le terrain, pendant que le gouvernement nous parle d'une restauration progressive? Oui, progressif, oui, parce qu'on est dans une double démarche. D'un côté, vous avez les négociations qui semblent devenir de plus en plus une nécessité, une obligation. Hier, c'était une option, aujourd'hui, c'est une nécessité qu'on négocie avec ceux-là qui veulent négocier. Et de l'autre côté, vous avez une démarche visant à restaurer l'autorité de l'État, et cela doit se faire, parce qu'on ne négocie pas pendant que les autres font des populations sous leur contrôle un butin de guerre, en quelque sorte, comme étant un outil de pression face au pouvoir de Kinshasa. Et sur ce point-là, le gouvernement est dans ses droits de continuer. D'ailleurs, moi, personnellement, je me suis toujours inscrit dans une logique de ne pas faire la guerre parce qu'en réalité, nous sommes agressés, mais de nous défendre jusqu'à recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que la RDC, le président, quand il a dit qu'il n'a jamais eu des intentions belliqueuses, les gens n'ont pas compris. Les gens se sont dit, oui, tu as tenu des discours virulents vis-à-vis du Rwanda. Ah oui, parce qu'on est agressé, on doit tenir un discours, ce n'est pas un discours religieux. Non, je suis d'accord avec lui, parce que nous n'avions jamais pensé, en aucun cas, attaquer le Rwanda et la population rwandaise. Nous, la République démocratique du Congo, ne s'est jamais inscrit dans une démarche du genre... On est pacifiste. Faire la guerre comme le font les Ukrainiens. Ils se défendent, mais ils tirent sur le territoire russe. Nous, on n'a jamais tiré. Aucun coup de feu sur le territoire rwandais. Et ces fameux FDLR qu'on vante tant, qu'on présente comme étant un prétexte pour envahir le Congo, les grands Congo, qu'on n'a jamais vu. Et ces FDLR n'ont jamais attaqué un seul pan du territoire rwandais. Ils ne l'ont jamais fait. Donc c'est pour dire que nous sommes en droit de récupérer tous ces territoires, comme l'a dit le grand Mufwege, et sans pour autant mettre de côté les leviers qui est maintenant une nécessité, qui est le dialogue.
Parce que quand on parle dialogue, on voit qui? On voit les acteurs internes pour résoudre une crise endogène, pas une crise externe. La crise externe, c'est les Rwandais qui en portent la responsabilité et ils ont signé, ils ont pris des engagements à Washington devant les présidents Trump et comme je le dis toujours, et toutes les caméras du monde. Sur ce point-là, on est plus ou moins d'accord. Ce qui reste à faire, c'est l'opérationnalisation de cet accord. Mais en interne, on n'a jamais trouvé des solutions et le président de la République a donné le ton en faisant appel à son homologue angolais. Et on a également le Togo qui s'est mis en branle pour tout ça. Donc, une solution africaine pour une question interne, mais plus ou moins externe aussi, parce que le Rwanda est concerné par la médiation togolaise et autres. Mais avec l'Angola, c'est plus pour résoudre les questions internes de la République démocratique du Congo. Et cela est en train d'être résolu en même temps avec la force militaire pour pousser les Rwandais à quitter la République démocratique du Congo. Et c'est d'ailleurs ça, ce qui devait être le préalable de l'accord signé à Washington. Mais apparemment, et qui n'a jamais quand été Mouffengue, la RDC exécuté. privilégie plus la voie diplomatique, est-ce que la voie militaire serait aussi une des solutions pour le retour d'une paix durable à l'est de la RDC? Rien à ce stade ici n'empêche la RDC de recourir à la voie de la force. La RDC fait face à une agression. Le réflexe le plus élémentaire, madame, c'est l'autodéfense. Je ne sais pas quelle disposition, fut-elle du droit international, qu'on peut évoquer pour empêcher ou intimider la République démocratique du Congo de ne pas bouter dehors les agresseurs qui sont dans son territoire. Quelle est cette disposition? Mais je crois que la question de la crise sécuritaire à l'Est doit allier l'option diplomatique et l'option militaire. Le président de la République ou le gouvernement ont misé d'abord sur l'option diplomatique. Ça n'a pas tout à fait changé beaucoup la situation sur terrain, mais il y a quand même des acquis. Vous avez par exemple le cessez-le-feu, même si ce n'est pas respecté par les forces rwandaises qu'on appelle AFCM 23. Mais on a un outil théorique pour stopper la progression de la rébellion. Le cessez-le-feu. Qui a toujours été violé par le Rwanda. Le cadre de Doha insiste sur ça. Donc ça, c'est un acquis. Un autre acquis diplomatique, c'est la double résolution 2773 et 2808. Tous ces textes insistent sur le cessez-le-feu, insistent sur le retrait des troupes rwandaises. Dès que c'est appliqué, je crois que les territoires seront libérés. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Mais sur le plan militaire, les FARDC sont toujours en situation d'alerte maximale. Et avec la loi de la programmation militaire, je crois que vous le savez, la République est prête à donner de la force, donner des moyens aux forces de défense pour faire face à cette agression. Mais je ne peux pas terminer mon propos pour dire que tout ce que nous sommes en train de vivre, il faut relever quand même certains mérites. Le problème de Félix Tshisekedi, c'est aussi d'avoir osé dérwandaliser nos forces armées, dérwandaliser nos forces de sécurité. Mais ça veut dire quoi? Ça fait rire. Regardez juste après Sun City. L'une des recommandations, c'était le brassage et le mixage. C'est à travers cette opération, Madame Anita, qu'on a déversé des étrangers dans nos forces de sécurité, dans nos forces de défense. Et Félix Tshisekedi a pris le risque de dérwandaliser ces structures étatiques. Et ça lui crée des problèmes. Même tous ces officiers top qu'on interpelle, ça va dans ce sens. La République démocratique du Congo doit reprendre le contrôle de son armée, le contrôle de son appareil sécuritaire. Regardez le travail que fait notre service nouvellement créé, cyberdéfense. Toutes ces interpellations. Oui, on peut s'en plaindre, mais ça signifie qu'il y a malaise. L'État, selon plusieurs théoriciens, en commençant par Thomas Hobbes, c'est d'abord la sécurité. Comment l'État va sécuriser ses populations pendant qu'il est insécurisé lui-même
du point de vue militaire, du point de vue dispositif sécuritaire. Ça, c'est les risques qu'a pris le président de la République. Je crois qu'il faut l'encourager, il faut veiller sur ça. Donc, du point de vue armé, nous sommes prêts, mais la République démocratique du Congo a besoin des officiers intrépides de l'envergure de Mamadou Ndala, qui encore, Baouma, Mbouja Mabé. Ces officiers nous manquent. Des officiers top, il faut les traquer, les dénicher. Voilà, il faut traquer les officiers top, a dit le grand Mofwenge. Nous allons prendre le troisième sujet de ce soir. Vous savez, le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé des mesures dès ce lundi. Et l'hôtel de ville va procéder au contrôle technique, permis de conduire, que j'en sache. Est-ce que ces mesures peuvent-elles, Cédric Kenina, réduire les embouteillages à travers la ville de Kinshasa, sachant que les routes sont en très mauvais état? Du point de vue engin à 4 roues ou à 2 roues, oui. Mais je crois que la marche à pied va prendre l'espace asphalté, parce que ça va encore créer un autre problème dès ce lundi. Il n'y aura pas assez de moyens de transport pour atteindre un point, quitter un point A pour atteindre un point B. Et comme nous convergeons tous vers les centres-villes, je crois qu'on va assister à une marée humaine qui va quitter les zones résidentielles vers les centres des affaires. Ça, c'est sûr. Bon, si ça va arranger les choses, moi, je dis non. Ça paraît comme une forte pression fiscale, si on doit faire l'équivalence. Parce que si l'on doit payer pour les usagers de la route, vous avez la vignette, vous avez les contrôles techniques, vous avez les permis de conduire. L'autorisation ça, au moins, c'était plus ou moins en amont. L'autorisation des transports. Vous mettez tous ces l'assurance. L'assurance. Et les malheurs pour nous, c'est d'une manière ponctuelle. Vous en avez comme ça pendant 1 mois, 2, 3 semaines. On asphyxie toute la ville pendant cette période. Et après, c'est les relâchements total. Ces gens-là vont encore se déverser. Je n'encourage pas les civismes, ça c'est vrai, parce que la plupart des véhicules, on a vécu cela. La petite expérience, c'était au mois de décembre, quand on a lancé avant les festivités les contrôles techniques. Il y avait moins d'embouteillages. C'est pour dire que tout ce qu'on a comme camelote qui roule sur l'asphalte, souvent les gens n'ont pas de documents. Et moi, je regrette, nous vivons dans un pays où on peut naître et mourir sans pour autant payer un seul impôt. C'est possible chez nous. Les gens meurent comme ça sans pour autant être des bons citoyens qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas connu ce que c'est contribuer à l'édification d'une nation. Ça, je n'encourage pas. Mais cette pression-là doit se faire d'une manière ordonnée. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion, comme il y a trop d'embouteillages, nous devons déverser tous ces documents sur ces pauvres Congolais et ils doivent payer au même moment tout ça, souscrire à tous ces besoins de l'État. Non, moi je pense que ça devrait se faire d'une manière méthodique. Et puis il doit y avoir une périodicité. Moi je me demande... Mais il y a eu un moratoire. On dessert les taux quand les gens crient. Parce que les gens ont crié festivité, on a desserré les taux, on nous dit non, on va se retrouver au mois de janvier. L'État ne se gère pas comme ça, soyons quand même sérieux. Il doit y avoir une périodicité légale. Et sur ce point, on doit se mettre d'accord. Inch'Allah, en quoi est-ce que le contrôle technique, les vignettes, peuvent-ils directement mettre fin aux embouteillages? Non, mais déjà, le problème, il est dans la philosophie de ce que l'on fait. On n'exige pas le contrôle technique pour lutter contre les embouteillages. On exige le contrôle technique pour avoir des véhicules en bon état qui roulent sur la chaussée, qui épargnent les vies humaines. Le principe, c'est celui-là. On exige le contrôle technique pour ça, d'abord. Permis de conduire, il est tout à fait normal que tout chauffeur, tout conducteur sur la chaussée doit avoir un document qui atteste qu'il est capable de conduire un engin sur la chaussée. Et l'assurance, c'est tout à fait normal que dans le monde civilisé, on soit assuré pour d'éventuels accidents et préjudices que cela peut causer. Mais on ne peut pas utiliser ça comme une sorte de punition. Non. De pression. On brandit ça pour faire peur.
Donc, on va exiger ça. Non, ça, dans la façon de conduire les choses de l'État, je pense que c'est faire fausse route. Mais il y a une question fondamentale qui se pose, c'est celle de savoir pourquoi les citoyens, notamment les conducteurs des taxibus et autres et tout ça, pensent que eux, ils doivent dicter la loi à l'autorité publique. On leur dit que lundi, il va y avoir contrôle de ceci, de cela. Eux, ils disent, bon, ça va. Nous n'allons pas sortir nos véhicules. Donc, comme s'ils veulent faire chanter la République. Ça prouve qu'ils se sont habitués avec une façon de faire. Donc, nous sommes dans une République bananière. Nous nous réveillons le matin. Nous faisons ce que nous voulons. Si on nous pose la question, comme tous ensemble, nombreux d'entre nous sont des marginaux, nous ne respectons pas la loi. Cédric Kenina vient de parler d'une asphyxie fiscale. C'est une possibilité. Là, c'est du côté de l'État. Mais il y a un état d'esprit qui s'est installé dans les chefs des conducteurs. L'État n'a pas beaucoup de moyens de transport sur la chaussée. Ce sont les privés qui le font. Et ils s'organisent. Et pour la plupart, ce ne sont pas les propriétaires des véhicules. Ce sont les chauffeurs, les conducteurs des véhicules qui décident contre ce qu'ils appellent, eux, tracasserie, pour faire chanter l'État ou pour agenouiller l'État. Ce qui est déjà une folie pour des citoyens qui estiment qu'ils peuvent contraindre l'État à aller dans leur direction. Ça, c'est un état d'esprit qu'il faudrait démonter. Et pour les démonter, il faut des mesures coriaces. Oui, Edith Chala, ces conducteurs se plaignent du mauvais état de la route. Ils disent payer la vignette. La route reste la même. Ça, c'est les discours. Ils ont appris à dire ça. Pose la question à ces véhicules, à ces gens-là sur la chaussée. Combien d'entre eux ont acheté la vignette? Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à acheter la vignette. Ceux qui utilisent le véhicule privé. Ceux qui ont des véhicules privés, généralement, c'est des citoyens assez responsables et respectables. Mais les chauffeurs, en tout cas... Non, mais il peut y avoir une deuxième question. Combien ont-ils payé? Combien ont souscrit? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, avec le peu de souscripteurs, qu'est-ce qui a été qu'est-ce fait que l'État a fait sur avec le terrain? Oui, sur cette deuxième question, on peut dire qu'il y a des travaux en cours sur les différentes chaussées de la Et ville. donc, on devait être moins exigeant. Non, pas être moins exigeant. La confiance est rompue depuis des années. Oui, la confiance est rompue depuis des années. Mais maintenant, il faudrait qu'on utilise la mesure, la méthode forte pour qu'on... Il y a beaucoup d'égarés sur la chaussée. Et les embouteillages sont créés justement parce qu'il y a beaucoup d'égarés. Des gens qui sont donc, des marginaux, pour le dire. Des gens qui, en situation normale, pour certains, devraient être en prison. Mais il y a une folie impensable, innommable sur la chaussée. Et ça, c'est depuis des années. Il faut qu'il y ait une puissance publique qui essaie de remettre de l'ordre. Là, tu es alarmiste aussi. Je ne suis pas alarmiste, je suis dans la réalité. Quand tu vas sur la chaussée, tu trouves un individu. Edith Chala, comment lutter contre ces embouteillages? Mais attends, quand je parle de ces individus-là... Sachant que les routes sont en très mauvais état et impraticables. Je parle des chauffeurs. Oui, je parle des chauffeurs. Mais je parle des chauffeurs. Attendez, je parle des chauffeurs. Je parle des chauffeurs qui sont un peu faux sur la chaussée. Ce n'est pas croyable. Ce n'est pas... Je ne dédouane pas certaines autorités. Autant les chauffeurs sont faux sur la chaussée, il y a des chauffeurs faux avec les autorités sur la chaussée. Nombreux. Bon, comment vous pouvez expliquer qu'un citoyen normal, il a accédé à des responsabilités d'État? Il est sur un contresens, sur un sens interdit. Il a des policiers qui menacent des gens qui sont sur la chaussée, qui sont sur la bonne voie de la chaussée. Il ne pense pas qu'il doit aller au CNPP. Non, il estime que les autres doivent automatiquement... Tu vois, les policiers, pour la plupart, n'ont pas un niveau assez exemplaire. Ils devraient dire à leur chef que, chef, tu n'es pas fou, mais tu n'es pas très loin. Il faut reprendre la bonne voie. Mais eux, ils vont menacer les gens qui sont sur la bonne voie. Alors, ils sont nombreux comme ça. Et certaines autorités, et les chauffeurs des taxibus, tous. En tout cas, il faut des mesures fortes, mais sans état d'esprit, pour que les choses reviennent. Avec la peur de l'opinion publique pour les politiques, il est difficile. Il faut, à un moment donné, tu as parlé
de Hobbes. Le Léviathan, il est sans cœur. Il n'a pas de... C'est un monstre fort, comme on l'appelle. Il n'a pas Un état fort. fort. Donc, il n'a pas pitié. Il n'est pas en colère. Il n'a pas pitié. Il est ce qu'il est pour remettre de l'ordre et assurer la sécurité des citoyens. Notre chaussée est vraiment abandonnée. Même quand on demande lundi, on va contrôler les permis de conduire. C'est sur quelle chaussée? Vous pouvez être sur cette chaussée et puis ils prennent l'autre voie, ils passent. Vous pouvez être sur une chaussée qui n'est pas Au grand en bon dam état. des policiers. Non, mais ils sont impuissants. Ils sont impuissants. Et qui les a rendus impuissants? Ce sont les pouvoirs publics eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour des civiques pareils qui ne respectent pas la loi, Grand Moufouengue? Oui, mais cette question doit venir après. Beaucoup de documents exigés pour fluidifier la circulation routière à Kin. Je crois que l'idée, c'est de mettre de l'ordre. Seulement que cette idée de mettre de l'ordre sur la circulation me paraît en divorce consommé, comme il l'a dit, avec la réalité. Il y a une adéquation, Anita, entre l'état de votre voiture et l'état de route que vous empruntez. Et qu'est-ce qui se passe dans la plupart des garages commis justement au contrôle technique? Premier souci, est-ce qu'ils ont d'abord le matériel nécessaire pour checker les véhicules? Vous payez, on vous donne les documents, vous revenez. Mais si la voie que vous empruntez est mauvaise, mais les pannes reprennent, c'est là la responsabilité des pouvoirs publics. Il y a cette adéquation-là. Oui, moi, je payais, je suis en ordre avec les contrôles techniques, mais les services publics devaient faire leur part aussi. Donc, il y a un problème d'inopportunité, moi je crois, par rapport au contrôle technique. Il y a beaucoup de chantiers et de routes lancés par les gouverneurs de la ville. Nous avons fait une émission sur ça ici, non achevés. Il faut les achever pour couper l'herbe aux pieds à différents conducteurs. Je crois que le contrôle technique est inopportun dans la mesure où beaucoup de routes sont en mauvais état. Venons-en maintenant, je vais vite évoluer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, je vais y répondre. Que faire pour permis ces de conduire, justement, permis qui de ne conduire. respectent pas la Ça loi? sera exigé lundi. Dans une mégapole de plus de 10 millions d'habitants, savez-vous combien de centres de livraison de contrôle technique il y a? J'y vais aujourd'hui, on peut me les livrer plusieurs jours après. Mais j'ai l'épreuve de paiement. Qui est responsable de ça? Non, tu passes. Si tu as les preuves de paiement et les documents, tu vas passer. Autre chose, mauvais stationnement. Des routes sans parking construites. Ça se passe où? Nos routes n'ont pas de parking. Mais les policiers viennent. Au Telemi Mabé, na Telemi Mabé par rapport à quoi? La Gisanga parking. Exacté. Les routes sont muettes. Ailleurs, les routes parlent. Vous savez, les routes sont très... Il n'y a pas de panneau de Oui. signalisation. Je reviens à votre question. Je ne l'ai pas éludé, mais je voudrais rencontrer son inquiétude. Le chantage des conducteurs. Lundi, Togosa la Moussalate. Mais c'est parce que l'État n'a pas de solution rechange. Du genre, moyen de transport massif. Train public bien aménagé, métro, même 2 ou 3 sociétés du genre Transco pour absorber la population. Lorsque l'État lui-même manque de moyens, les privés lui font chanter, non? Laisse-moi évoluer. Oui, mais il a dit qu'est-ce qui va se passer lundi, puisque Bagobimate, les gens vont marcher sur la chaussée. Oui. Mais justement, Il marchera. que La même population les marchera. gouverneurs ne sauront pas maîtriser. Non, la population marchera. 1 jour, 2 jours, ils vont revenir sur la Qu'est-ce chaussée. qu'il faut faire? C'est ça la question. Je crois que l'une des raisons, il faut appliquer la loi, mais les services publics ont des faiblesses que j'ai relevées. L'incivisme routier concerne aussi bien les conducteurs que les policiers commis à la circulation routière. Regardez des scènes obscènes, des policiers sur le pare-brise des voitures ou en train de violenter même des conducteurs. Ça, c'est l'incivisme, ça frise l'irrationalité, madame. L'incivisme dont nous parlons ici les concerne aussi. Vous introduisez dans le véhicule de quelqu'un. Vous arrivez même à vous disputer même les volants. À qui la faute? Oui, mais je parle d'abord de l'incivisme. Les conducteurs sont inciviques, lui, il les attaque du point de vue incivique, mais le bémol, c'est qu'il y a aussi des policiers qui...
qui ne respectent pas les civismes routiers. Ça sent un déficit de formation ou d'encadrement. Il faut renforcer ça. Circulation routière, contrôle oui, mais avec des policiers bien formés. D'accord. Avant de passer au troisième sujet de ce soir, Kenina, quelle solution urgente pour résoudre les embouteillages à Kinshasa? Oui, la solution, elle doit être structurelle, pas une solution ponctuelle, comme l'a dit Edith Chala, où l'on fait du paiement de tel ou tel autre document comme étant une monnaie de réchange pour débarrasser certaines de la chaussée, de tout ça. Je ne pense pas. Il faut qu'on ait une solution dans la durée, notamment accélérer les travaux, parce que je salue, parce que si on arrivait à mettre fin à terme des travaux, Kinshasa qui est devenu un vaste chantier à ciel ouvert, on a une voirie qui est digne de ce nom, je pense que nous n'aurons pas ce genre de débat où d'un côté vous avez des conducteurs qui font face à l'État, qui disent non, nous on ne paye pas parce qu'il n'y a pas de route, comme si c'est eux qui pensent des politiques publiques, et de l'autre côté l'État, pour n'avoir pas atteint la moitié des objectifs fixés pour mettre en place une voirie digne de ce nom, cherche à contraindre les pauvres Congolais à payer plus, à payer 2, 3, 4 documents pendant une même période. Je crois que le contrôle doit être un exercice de routine en principe. Parce que quand vous êtes sous d'autres cieux, en cas de non-observance du code de la route, on vous demande tous ces documents. C'est quand il y a un incident qu'on demande ces documents. Pour le reste, on régule la chaussée comme d'habitude. Mais chez nous, l'on doit demander cela comme si c'était une échéance fiscale. Contrôle de routine. Nous sommes arrivés à terme. C'est le terme, contrôle de routine. On doit mettre en place, penser des solutions structurelles pour que nous puissions un jour faire de l'État, comme les amis aiment bien le dire, les léviathans, et tout ça, réellement un léviathan. Quand il sévit, les restes doivent s'agenouiller ou souscrire ou se mettre au pas. Voilà, nous allons prendre le quatrième, tout à l'heure j'ai dit troisième, c'est le quatrième sujet, le dernier sujet de ce soir. La CAN 2025, Edith Chala, s'est refermée. Quel bilan pour les Léopards et quelle perspective pour la Coupe du Monde qui se tiendra d'ici là? Bon, le bilan, il est mitigé. On aurait voulu aller un peu plus loin. Mais en huitième de finale, nous avons rencontré l'Algérie qui nous a sorti de la CAN au terme des matchs amplement disputés. Je crois à la 119e minute, on nommait ces buts-là qui sonnent mort subite. Et je crois que les Léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas mérité. L'avenir s'annonce radieux parce que l'équipe qui est championne, le Sénégal, c'est la seule difficulté qu'elle a rencontrée en parcours, c'est contre la République démocratique du Congo, un match nul. Et je pense, même si j'ai bonne mémoire, qu'ils ont encaissé le seul but de la compétition, c'est contre la République démocratique du Congo, sur tous les matchs qu'ils ont joués. C'est dire que nous avons un potentiel, mais ce qui nous manque, de mon point de vue, c'est encore ce mental des gagneurs. Parce que le Cameroun que nous éliminons des éliminatoires de la Coupe du Monde ou des barrages de la Coupe du Monde vient à la CAN avec l'idée de remporter le titre. Alors, nous allons à la CAN avec l'idée d'arriver ne serait-ce qu'en demi-finale. Donc, du point de vue athlétique, du point de vue mental, technique, tactique, nous avons le niveau, mais au niveau mental, nous n'avons pas encore le niveau des gagneurs. Il faudrait qu'on inculque maintenant à cette équipe nationale la mentalité des gagneurs. Quand nous allons à une compétition comme la CAN, c'est 7 matchs à jouer au maximum et nous pouvons les gagner tous et remporter la coupe. Il faudrait que nous y allions avec ce mental-là. Et je crois que c'est le travail de l'entraîneur, des encadreurs psychologiques. Il faudrait qu'ils travaillent sur cette question. Les jeunes gens qui arrivent, il faut leur inculquer cette idée d'aller remporter des titres que de participer. Parce que quand vous avez l'idée de participer et que vous rencontrez des gens qui ont l'idée de gagner la coupe, le mental n'est pas le même et vous avez beaucoup plus de chances de perdre. Alors, nos chances d'aller en Coupe du Monde, avec disons, le dernier match de barrage, la finale de barrage que nous allons jouer
au Mexique, que ce soit avec la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Je crois que la RDC garde toutes ses chances, mais comme je l'ai dit, il faudrait qu'on inculque aux joueurs cet esprit des gagneurs. Quand ils vont aller là-bas, techniquement, ils sont pour la plupart au niveau de tous les championnats européens. Je crois qu'ils ont les niveaux de tous les grands joueurs. Ce sont des professionnels. Il faudrait donc leur donner ce qui manque, cette grinta qui manque, pour qu'ils aillent à ce barrage, le remporter, aller en Coupe du Monde pour jouer et faire bonne figure. Pour ce faire, il y a dans chaque équipe de football, quand il y a un match qui se joue, comme il y a beaucoup de passion, il y a toujours dans les analyses beaucoup de subjectivité. Surtout quand l'équipe joue, il est difficile d'avoir ses nerfs en place pour faire une bonne analyse. Mais maintenant que c'est passé, je pense que nous avons une bonne structure d'équipe à présent. Il va y avoir quelques ajustements, mais l'ossature de l'équipe dont on dispose peut nous aider à aller à la... Oui, mais Cédric Kenina, on reproche à l'entraîneur d'utiliser seulement les internationaux. Qu'est-ce qui se passe? Les locaux. Mais c'est tout ce Pas les locaux. C'est tout ce qu'on a comme gabarit des joueurs. Il n'y en a pas d'autres parce qu'en interne, les championnats n'existent quasiment plus. Et c'est ce qui fait qu'on recourt à des athlètes formés ailleurs et dans de très bonnes conditions. Et c'est le peu de lumière qu'on a au sein de l'équipe nationale. C'est grâce à ces binationaux que nous arrivons à tenir et à faire en sorte que l'image de la RDC comme étant un pays de football puisse continuer à rayonner. Mais s'il faut faire les bilans de cette CAN, moi je dirais qu'on a assuré un service minimum. On a encore brillé une fois de plus par notre inconstance, parce que vous tenez tête au Lion de la Teranga, l'équipe championne d'Afrique, et vous courbez les chines face au Fennec d'Algérie. Vous voyez un peu ces paradoxes. Donc les léopards semblent être forts au moment où on attend le moins, et semblent être faibles quand on est tous contents et qu'on voit déjà une rencontre gagnée d'avance. Donc face à l'Algérie, on se voyait déjà en quart de finale. Mais face aux Sénégalais, on se disait que ça allait être difficile, et réellement ça a été difficile, mais curieusement, on était les premiers à ouvrir la marque. Et n'eût été la gêne, si on peut l'appeler ici, il y avait une petite gêne musculaire de notre défenseur qui a permis aux attaquants sénégalais, notamment Sadio Mané, de marquer le but. C'était entre autres un fait du hasard, en quelque sorte, dans le football, un fait de jeu, mais cela relèverait, selon moi, du hasard, l'égalisation sénégalaise. Mais face à l'Algérie, l'équipe n'a pas joué, on a subi les attaques, on a voulu conserver les scores jusqu'au pénalty en espérant rééditer l'exploit face au Nigeria en faisant entrer Fayoulou pour gagner le match. Mais malheureusement, on a été surpris dans les toutes dernières minutes de la prolongation et on a perdu les espoirs. Tout ça, notre espoir s'est effondré comme un château de cartes. Moi, je pense que dans les jours à venir, notamment au mois de mars, parce qu'on se prépare pour les barrages, nous ne devons pas minimiser, parce que dans le sportif congolais, quand on parle de Nouvelle-Calédonie, ça dit ce sont des gens qui n'ont jamais joué au football. Quand on parle de Haïti, les gens ont l'image de tremblement des terres, on a l'image d'un non-État, parce qu'aujourd'hui Haïti est entre les mains des gangs, mais ces gens-là jouent au football. Et quand ils arrivent à ce niveau de la compétition, les barrages à l'échelle internationale, on suppose qu'on est en face des nations qui n'ont pas réussi à se qualifier directement en phase de poule et qui se retrouvent et qui ont presque les forces plus ou moins égales. Donc nous devons intérioriser ça, ce ne sont pas des petites nations. En football moderne, il n'existe plus de petites nations. Voilà. Donc nous tous, nous jouons au football, on doit intérioriser ça et être appliqué et mettre beaucoup plus du sérieux pour espérer aller en Coupe du Monde.
Grand Mfwenge, est-ce que l'évolution positive de l'équipe nationale est un peu liée, hein, si je peux dire, au premier citoyen de ce pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hein? J'aurais appris il fut un gardien aussi. Avant de répondre à votre question, ici est de dire que malgré notre échec vis-à-vis de l'Algérie, il faut rappeler que les léopards ont battu à plat de couture le Bénin et le Botswana et fait nul avec, avec les Sénégal. Mais pas à plat de couture, difficilement le Bénin. C'est une victoire. C'est une victoire. C'est ça l'essentiel. Autre chose à dire, c'est que dans la perspective de ce qui va venir, il faut mettre du sérieux au niveau de notre médiane. Il nous manque de bons 10, des bons 8. Il faut des médiateurs qui soient des bons porteurs de ballon, du genre, je sais pas, Matumo Naroum, Trésor Mputu, ou qui d'autre un certain... Oui, nostalgique, mais ce sont des exemples qu'on pourrait évoquer pour donner de la force à ceux qui prestent maintenant. Donc, globalement, moi, je crois que le bilan est bon. C'était une bonne prestation. Je réponds maintenant à votre question. La victoire d'une équipe de football, c'est aussi la motivation, c'est aussi le coaching. Je crois que le président de la République, en tant que premier sportif du pays, a mis du sien ou du sérieux. Nous apprenons qu'il fut un bon gardien de but, un bon goalkeeper, comme on dit. Ça, c'est Kaboulou qui nous a dit ça. Oui, nous retenons ça. Le président ne l'a pas démenti. Le président ne l'a pas démenti, justement. Voilà. Donc, Félix Tshisekedi fut, comme on l'a appris, un bon goalkeeper, maintenant président de la République, premier sportif de ce pays, a donné du sien via le gouvernement, un peu de moyens, un peu de motivation pour qu'on en arrive là. Donc pour moi, le bilan est bon, la prestation était bonne. Pour le reste, c'est question de serrer les vis, réarmer le moral, ça va aller. Avec le jeu que la RDC nous a offert pendant la CAN 2025, vous pensez qu'elle pourra rivaliser avec les autres nations lors des éliminations? Je dis que ce qui manque à la République démocratique, en tout cas, moi quand je regarde les léopards, je crois qu'il nous manque la grinta. Une équipe qui vient pour gagner a un état d'esprit. L'agressivité, la combativité. Oui. Côté talent, niveau, on a des joueurs de bon niveau et de bonne qualité qui jouent dans les grands championnats. Donc sur ce point de vue, ça se passe de tout commentaire. Il faudrait maintenant quelques petits réajustements. Mfwenge a parlé du milieu de terrain qu'il faudrait raménager. Ça, c'est faisable. Mais l'équipe en soi est bonne et elle peut obtenir des résultats. On n'a pas eu beaucoup de chance quand nous sommes allés on ne nous a pas donné beaucoup de chance quand nous sommes allés au barrage africain. On avait le Cameroun, on avait le Nigeria et le Gabon et la République démocratique du Congo. Alors, jouer contre le Cameroun, le renvoyer à la maison, jouer contre le Nigeria, le renvoyer à la maison, ça veut dire que l'équipe a une certaine solidité. Mais dans ça, il y avait une certaine... Cette grinta dont j'ai parlé, il y avait la volonté de gagner et d'aller de l'avant. Quand le président leur dit... l'Algérie, ça devient de l'inconstance. Ça devient de l'inconstance, oui. C'est comme je le dis. Vous n'avez pas l'idée que vous allez prendre la coupe. Ils ont joué les barrages avec l'idée de passer. Le président leur avait dit, il y a 50 ans, on a été en Coupe du Monde. Les gars, travaillez, nous devons retourner à cette Coupe du Monde. Imaginez ce que sera ce jour-là si vous qualifiez l'équipe à la Coupe du Monde. Ils sont allés avec toute cette volonté pour passer les barrages, ils sont passés. Mais à la Coupe d'Afrique des Nations, ils y vont. Quand tu poses la question capitaine, bon, nous allons analyser match par match, nous allons voir. Vous posez la question à l'entraîneur, bon, beaucoup plus modeste qu'il ne le faut. Non, nous pouvons aller jusqu'en demi-finale, ce sera bon. Alors que la CAN précédente, on était déjà en demi-finale. Donc, l'objectif devrait être à cette CAN, prendre la coupe. Ça n'a pas été le cas et au niveau mental, ça ne pardonne pas. On va terminer sur cette question. La majorité des joueurs sont presque âgés parce qu'il y a un âge limité dans le football. La majorité sont vers la porte de sortie. Est-ce que ça sera assuré pour la Coupe du Monde? Oui, c'est déjà assuré parce que nous avons
Donc, des jeunes gens comme le Noah Sadiki, les Ganakel, Moukao, qui ont les Moku, qui ont 21, 22 ans, 23 ans. Et donc, il y a encore du potentiel. Quand ces jeunes-là jouent, dans les 2 ans, ils vont être les cadres de l'équipe. Il va y avoir d'autres jeunes joueurs qui vont venir. Quand on dit qu'on va réaménager le milieu de terrain, il y a le garçon là d'Anderlecht, Stroikens, je crois, qui est en train de venir. Il a lui aussi à peine 22, 23 ans. Ça veut dire que nous allons avoir une équipe d'une moyenne d'âge assez acceptable. Donc, aussi longtemps qu'on a Bassogog qui joue au Cameroun, je pense que nous, de notre côté, nous avons de jeunes gens qui ont de l'avenir jusque-là. Et je crois, à la CAN, la plupart d'entre eux ont joué leur toute première CAN. Noah Sadiki, par exemple. Notamment Moukao. Donc, Moukao également. Donc, il y a une sorte de relève après les expérimentés tels que Gaël Kakuta, qui est certainement à la porte de sortie, pour les Bakambou et les restes. Mais vous avez des jeunes gens qui brillent. Vous avez le 9, l'attaquant qui joue en Égypte, Mayele, l'un des meilleurs sur le continent. Moi, je pense que le pays peut faire quelque chose, mais il faut quitter ces stades de l'inconstance pour rester régulier dans ce que nous faisons dans les prestations. Donc, on n'a pas encore quitté ces stades-là. On se contente, comme je l'ai dit tout à l'heure, du service minimum. On a gagné face aux Béninois et on fait match nul. On donne une raclée aux Botswanais, je pense. C'était les Botswanais, je pense. Et qui étaient à leur première canne. Pour eux, c'était faire la figuration, simplement participer. Nous, ce n'est pas le cas. Nous devrions faire plus. On arrive face au Fennec, les Algériens qui étaient, à mon avis, prenables parce qu'ils étaient essoufflés vers les toutes dernières minutes et que nous pouvions accentuer la pression et gagner ces matchs. Non, on préparait déjà un gardien pour les pénaltys. Donc, c'est ce qui paraît. Alors, on va conclure. On va conclure. Chacun un mot sur l'arbitrage congolais, s'il vous plaît, qui a créé une polémique quand même dans la toile. Oui, commence. Et puis, on passera la parole à Moufoueg et Ditchala. Je ne sais pas si je serai le seul sur ces plateaux à soutenir notre compatriote Ndala. Et je pense qu'il est parmi les meilleurs en Afrique. Il est resté constant, parce que je parlais de l'inconstance tout à l'heure. Et il est resté dans les règlements. Du point de vue émotif, pendant le feu de l'action, parce que quand on suivait tous les matchs, on avait la nette impression que l'arbitrage était penché du côté du Maroc et qu'on cherchait à tout prix, parce que c'était des idées préconçues, à remettre la coupe entre les mains du pays organisateur qui avait beaucoup investi dans les infrastructures et qu'en fin de compte, la coupe ne pouvait pas sortir des Rabats. Mais avec un peu de recul, j'ai suivi les jours suivants un expert en la matière qui fut gardien des buts, Joseph-Antoine Bell, sur RFI. Il a été clair. Si on revient sur l'action, c'est là sauté aux yeux que l'attaquant sénégalais a poussé. On peut dire que c'était une poussette, mais du moins le fait de s'appuyer sur Hakimi. Hakimi est tombé et ça l'a servi de jouer un jeu de tête puissant et qui est allé mourir sur le poteau et qui a permis aux Sénégalais de marquer. Et c'était la faute. L'arbitre a sifflé avant le but parce qu'il était dans la trajectoire, justement. On dirait non, pourquoi il n'a pas fait appel à la VAR? Mais la VAR ne remplace pas l'arbitrage. L'arbitre a vu l'action et il était convaincu d'une faute. Il a sifflé. Et c'était à la VAR, si on trouvait que c'était un cas litigieux, de faire appel à l'arbitre. Ce n'est pas la pression sénégalaise. Et ce n'est pas le public qui doit demander à l'arbitre d'aller voir la VAR. Et sur ce point-là, Ndala est resté droit dans ses bottes. C'était une faute et c'était visible. Venons-en au pénalty. Parce que ce qui a plus énervé, c'est le fait de marquer et d'encaisser éventuellement un pénalty qui venait, qui devait se traduire à un but tout fait. C'était ça la tension à monter d'un cran à cause de ça. C'était plus les émotions et non la rationalité. Venons-en au pénalty. Les défenseurs sénégalais du Lion de la Teranga étaient plus élancés que Brahim Diaz. Ça sautait aux yeux également. D'un jeu de tête
plus ou moins léger, il pouvait obtenir les ballons Marqué. et laisser Brahim Diaz à son niveau parce qu'il est, un peu petit de taille. Le monsieur, d'une manière très maladroite, fait tomber Brahim Diaz et joue de la même manière que le but sénégalais, c'est-à-dire il profite de la faute pour éloigner les dangers. Et ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. L'arbitre a sifflé un pénalty, contesté sur le terrain, et il a été appelé par la VAR pour s'en convaincre. Ce n'était pas pour annuler, parce que les gens ont comme l'impression quand quelqu'un va, l'arbitre va voir la VAR, c'est pour annuler et tout ça. L'arbitre est allé, il s'est rendu à l'évidence qu'il avait raison et qu'il y avait un pénalty. Et ça, sur ce point-là, les Sénégalais étaient plus ou moins d'accord. Mais il vous dit, nous, on a marqué, pourquoi vous avez refusé? Mais c'est le football. Quand il y a une faute, on siffle la faute. Le grand Moufouengue, oui. Une réaction par rapport à l'arbitrage congolais qui a créé une polémique dans la toile. Non, mais pour clore tout ce qu'il a dit de l'arbitrage, ça vaut. Mais je voudrais dire que dans la perspective de revitaliser le football ici, il faudra jouer sur ce double clavier-là. Pas seulement de l'attention à ceux qui évoluent à l'étranger, mais aussi les locaux ici. On peut trouver des talentueux. Il faut allier les deux claviers, je crois que ça ira. Mais tout ce qu'il a dit sur l'arbitrage, là, ça vaut. Edith Chala, on conclut avec vous. On va conclure justement. Je crois que l'arbitre congolais était bon, pas très bon de mon point de vue. Sur les fautes, je n'ai rien à lui reprocher. Il n'y a pas eu de but sénégalais parce que l'arbitre a sifflé avant que le ballon aille dans le filet. Il a sifflé la faute. Les Sénégalais ont continué à jouer. Du côté du Maroc, le penalty, sous l'effet du jeu, l'arbitre n'a pas vu la faute. Il a seulement manqué un peu de caractère. Je pense qu'il a manqué un peu de caractère. Il a subi la pression des Marocains qui ont refusé même la relance du jeu pour que l'arbitre aille voir la VAR. Et à la fin, la VAR a appelé, il est allé voir, mais quand vous regardez sur la VAR, il y a faute patente. Mais en somme, je crois que l'arbitre a été à la hauteur de son match. Et tout ce que je veux et tout ce que je peux conseiller aux arbitres africains, c'est qu'ils relèvent le niveau de leurs prestations à tous les niveaux. Parce que parmi eux, il y a ceux qui vont aller à la Coupe du Monde. Il ne faut pas donner les prétextes aux Européens et aux autres qui ont toujours l'habitude de voir du noir dans ce que les Africains font. J'ai suivi Thierry Henry dire que les arbitres africains ne sont pas à la hauteur de la CAN. Donc, c'est son point de vue, mais moi, je pense en tout cas que les erreurs individuelles ne peuvent pas ternir l'image de toute une corporation. Mais ce qui est vrai, c'est que l'arbitrage africain n'a pas de repère. Nous n'avons pas des gens du type Nielsen en Europe, du type Colina. Tu vois, des arbitres qui ont du caractère, qui ont laissé de fortes impressions sur le plan européen, au point qu'ils ont des commissions qu'ils dirigent d'arbitrage à l'UEFA, des gens comme ça. En Afrique, vraiment, on n'en a pas beaucoup. On avait un Mauricien, Lim Kichang, je pense. Oui, on avait un Marocain aussi qui a officié la finale de la Coupe du Monde 94. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait que la CAF travaille sur cette question, forme davantage, et puis désintéresse aussi les arbitres en Grèce, comme je voudrais dire, un peu plus les arbitres africains, pour qu'ils soient à la hauteur des joueurs dont ils arbitrent les matchs. Voilà, merci. Un arbitre ne gagne pas plus qu'un joueur. Merci. Non, c'est ce que j'ai dit, mais quand vous avez l'écart est trop creux aussi. Cette émission est terminée. Merci. Nous la dédions à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville d'Ouvira et à Goma. Merci à Serdi Kenina. Merci à Grand Moufengue d'avoir partagé ce plateau avec moi. Merci à Edith Chala. Merci Anita. Nous vous retrouvons le samedi prochain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.